Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. Et nous sommes de retour en direct du RIS sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actu de Marie Pochon. Bonjour Marie Pochon et merci d'être avec nous ce midi. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Marie Pochon, vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous, association qui utilise le droit pour instaurer la justice climatique et qui s'est fait notamment connaître pour avoir initié l'affaire du siècle, le recours qui a condamné l'État français pour inaction climatique. Alors vous êtes militante écologiste et vous allez nous parler notamment de mobilisation citoyenne dans une perspective de sortie de l'impuissance et de l'inaction face au changement climatique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion de justice climatique qui va venir alimenter notre discussion durant cette prochaine heure. Alors on comprend qu'elle implique le droit, le climat, mais qu'est-ce qu'elle sous-tend précisément en quelques mots pour qu'on comprenne bien ? Alors la justice climatique effectivement repose sur le fait que aujourd'hui, et c'est des chiffres qui circulent pas mal, mais on sait que 10% des plus riches aujourd'hui contribuent à plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On sait aussi que les impacts du changement climatique qu'on observe déjà, et on les observe aussi en France, mais en réalité impactent principalement les pays du Sud, comme on les appelle, et même en France et même en Europe, ils vont impacter les plus vulnérables de manière générale. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins contribué au changement climatique et de manière générale à la dégradation de l'environnement vont payer le prix le plus cher de cette dégradation du climat via des impacts des catastrophes climatiques, via l'augmentation des températures, via tout ce qu'on peut voir en termes d'impact. Donc la justice climatique, elle vise à rétablir une forme de justice là-dedans, dans l'accès aux droits environnementaux, dans l'accès effectivement à la réparation aussi pour les personnes les plus touchées par le changement climatique, mais elle vise aussi, ce faisant, à responsabiliser les pollueurs majeurs et les États qui peuvent être responsables de la crise climatique via leurs émissions et à faire en sorte que les obligations qui pèsent sur eux soient réellement appliquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des pollueurs majeurs, enfin, tout à l'heure, vous citiez Total notamment, qui sont totalement impunis vis-à-vis de quelque chose qu'on peut qualifier de crime en matière environnementale ou en matière climatique, puisque ça impacte des millions et des millions de vies sur Terre, et ça impacte des millions et des millions des droits fondamentaux en fait des populations. Donc l'idée, c'est effectivement de rétablir la charge de la responsabilité vis-à-vis des pollueurs majeurs et de protéger les droits des plus vulnérables. Alors, vous faites partie de l'association Notre Affaire à tous, dont le défi, justement, est de se mettre au service de la justice climatique. C'est une association qui a été constituée à l'été 2015 et qui cherche à faire reconnaître au niveau pénal international les atteintes les plus graves portées à l'environnement. Alors, d'abord, est-ce que la justice climatique, par qui elle est portée, en fait ? C'est l'affaire de qui ? Est-ce que c'est l'affaire des citoyens, des associations, justement Alors effectivement, la justice climatique, ce mouvement pour la justice climatique, c'est vraiment un mouvement mondial. Notre Affaire à tous est née à la suite d'un premier procès qui a été porté aux Pays-Bas par l'association Urgenda et par plus de 700 citoyens néerlandais face à l'État, face aux Pays-Bas, pour manque d'action et manque d'ambition en matière climatique, et qui a permis en 2019 de condamner l'État néerlandais en réparation et pour que celui-ci réduise ses émissions drastiquement de gaz à effet de serre. Et donc effectivement, on a été plutôt inspiré par cette affaire néerlandaise. On était à l'été 2015, la COP 21 se préfigurait à Paris et on pouvait que constater l'inaction climatique de l'État français. L'idée, c'était effectivement de porter avec l'ensemble des citoyens cette affaire de justice climatique. C'est pas que aux Pays-Bas, c'est pas que en France. En fait, des cas de recours, de contentieux en matière climatique existent à peu près partout dans le monde. On a des recours en Colombie, on a des recours en Inde, on a des recours en Irlande. Il y en a absolument partout dans le monde. Souvent, ils sont portés par des citoyens et des associations qui vont se saisir du droit pour agir sur le climat et pour agir sur des États qui sont totalement défaillants, sur des dirigeants qui ne prennent pas en compte l'urgence climatique. Et voilà, qui vont se saisir de ce levier-là. C'est souvent, par ailleurs, des jeunes qui vont se saisir de cet outil-là, souvent des jeunes femmes. Et on l'a vu, même Greta Thunberg, avec un certain nombre de jeunes aussi, ont fait appel devant la Commission européenne pour faire valoir leurs droits. Oui, pardon. Marie Pochon, c'était pour savoir si... Donc vous avez parlé de l'affaire qui a été aux Pays-Bas, même de l'État français qui a été condamné, mais dans les faits, on ne voit pas que ça infléchit réellement les politiques engagées par ces gouvernements-là. Est-ce qu'il y a réellement un impact, au-delà juste des tribunaux, mais réellement dans les faits, dans la politique menée ?
Alors, il y a des impacts et on est en train de les observer aujourd'hui. En fait, chaque contentieux climatique construit de la jurisprudence. Et ce qu'on essaye de faire à travers le monde, c'est à chaque fois qu'on gagne sur un petit recours au niveau local. Et c'est aussi ce qu'on porte avec notre affaire à tous. Par ailleurs, on accompagne plein de collectifs un peu partout en France pour lutter contre les grands projets inutiles à imposer. À chaque fois, on construit des nouvelles normes juridiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller encore plus loin. L'affaire du siècle, c'est un bon exemple. On a gagné devant le tribunal administratif, ce qui aujourd'hui oblige l'État, par décision de justice, à réparer le préjudice écologique qu'il a commis entre 2015 et 2018, c'est-à-dire de rehausser ses ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2022. Il a jusqu'au 31 décembre 2022 pour rattraper en fait les surplus d'émissions illégaux qu'il a émis entre 2015 et 2018. Et ça va nous permettre après, s'il ne parvient pas à ces objectifs-là, de condamner via une astreinte l'État et effectivement de déverser pas mal de millions d'euros, puisque c'est ce que nous demandons en tant qu'association, 78 millions d'euros d'astreinte par semestre qui pourraient être engagés pour la transition écologique. Ça, c'est notre objectif. Alors, est-ce que les États sont forcés par le droit aujourd'hui d'agir pour le climat ? Non. Il y a énormément, en réalité, l'accord de Paris devrait être une obligation qui pèse sur les États. Aujourd'hui, il est absolument non contraignant. Et nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de faire en sorte qu'on ait un vrai droit climatique, c'est-à-dire de réelles obligations qui pèsent sur les États. Là où la limite juridique existe, on a quand même des vraies possibilités en termes politiques, en termes de mobilisation collective et en termes de prise de conscience générale. Et en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui que Urgenda ou l'affaire du siècle, par exemple, n'a rien changé dans la société, dans les débats qu'on a aujourd'hui, en termes de mobilisation collective, en termes de prise de conscience, en termes de présence politique de la question climatique. Il y a quelque chose qui a changé en décembre 2018 et quelque chose qui a pu aussi amener des changements politiques structurants dans notre société. Et donc c'est ça que ça aide aussi, c'est une sorte de prise de conscience de là où sont les responsabilités et à une forme de mobilisation collective qui peut se créer autour de ces enjeux-là. Et justement, à ce titre, quand vous parlez des carences qui sont avérées de l'État, qui peuvent être jugées pour inaction, etc. Moi, j'aimerais savoir, en fait, c'est qui l'État, concrètement ? Et derrière ça, c'est qui est responsable ? Est-ce que c'est les membres du gouvernement qui n'appliquent pas les obligations légales des différents traités internationaux, etc. En fait, quand on juge l'État coupable, c'est nous qu'on juge coupable, c'est les membres du gouvernement, qui se cache derrière l'État, en fait ? Non, bien évidemment. L'État, c'est nous. L'État, c'est l'administration publique. L'État, c'est c'est effectivement l'ensemble des acteurs publics. C'est bien évidemment nous qui y contribuons. Après, on élit des représentants. Là, qu'on a attaqué avec l'affaire du siècle, on n'a pas attaqué spécifiquement le gouvernement Macron. Mais bien évidemment, c'est lui qui paye les pots cassés, puisqu'il est aujourd'hui en charge. Il a aujourd'hui il a aujourd'hui l'ensemble des connaissances à disposition pour pouvoir agir. On a aujourd'hui les outils pour pouvoir agir. On a l'ensemble des solutions qui sont aujourd'hui sur la table, qui ont été par ailleurs portées par la Convention citoyenne pour le climat, qui sont portées par un certain nombre de scientifiques, qui sont portées au-delà de ça, par la société civile mobilisée un petit peu partout sur les territoires. Il y a plein de solutions qui sont là, à portée de main. On sait les impacts du changement climatique depuis 1972. On a des discussions internationales sur comment régler la question climatique depuis les années 80, la création du GIEC. Donc en fait, on a les solutions entre nos mains. Donc bien évidemment, nous, ce qu'on attaque, c'est l'ensemble des gouvernements de ces dernières années. C'est l'inaction, c'est 40 ans d'inaction climatique qu'on attaque. Quand on attaque ces gouvernements-là, on dit que c'est entre eux que la décision, l'action, c'est entre leurs mains qu'elle se situe, dans le sens où ils ont les pouvoirs de la puissance publique sont absolument énormes sur l'action climatique. Les citoyens peuvent contribuer. On a des études aujourd'hui qui montrent que l'action citoyenne peut contribuer, même si on était tous absolument formidables dans notre engagement citoyen de tous les jours, etc. Si on faisait tous attention à l'eau, si on faisait tous attention à notre consommation d'électricité, etc. Si on était tous absolument parfaits sur le point de vue du climat ou de l'environnement, on ne pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'à 25%. Donc il y a un levier
d'action collective qui est absolument immense, et c'est à l'État d'engager cette transition. Bien évidemment que c'est aussi aux entreprises d'agir par ailleurs, mais c'est aussi à l'État de pouvoir réguler l'ensemble de ces acteurs privés. Et là-dessus, justement, sur la question de l'État, je poursuis la même question, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait l'irresponsabilité juridique des gouvernants même et des membres d'un gouvernement, est-ce qu'elle n'est pas aussi problématique pour en fait engager une véritable transition, puisque vous le dites très bien, ils sont au courant, nous sommes au courant, tous collectivement, du fait qu'il y a urgence à agir, et pourtant, je ne dirais pas que rien ne se passe, mais ça ne va pas assez vite. Oui, tout à fait. Nous, on a attaqué, dans le cadre de l'affaire du siècle, on a attaqué l'État devant le tribunal administratif. Donc, c'est pas devant. On n'a pas utilisé le droit pénal, on a utilisé le droit administratif pour attaquer l'État, parce qu'il y a des obligations qui pèsent sur lui. On a la Constitution, on a les engagements internationaux, on a un certain nombre de textes aujourd'hui qui obligent l'État français à protéger les droits de ses citoyens. Et les droits fondamentaux qui sont aujourd'hui impactés par le changement climatique, qui soient le droit au logement, le droit à la propriété, le droit à la mobilité, le droit à la vie, le droit à la santé. Il y a pas mal de droits comme ça qui sont aujourd'hui impactés par le changement climatique, et l'État a des obligations vis-à-vis de ça. Maintenant... À titre individuel, les ministres et le gouvernement, est-ce qu'ils peuvent être attaqués ? On ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas attaquer à titre individuel les ministres ou les membres du gouvernement, ça a été essayé. C'est pour ça que nous, on travaille à côté de ces questions-là sur la question de la reconnaissance du crime d'écocide. Alors qu'il ne peut pas viser exactement les ministres en charge. Quand on parle d'écocide, on parle de destruction grave et sur le temps long d'écosystèmes entiers. Mais reconnaître le crime d'écocide, ça permettrait d'effectivement activer un levier dans le droit pénal pour pouvoir punir pénalement effectivement celles et ceux qui sont responsables de crimes majeurs contre l'environnement qui ne permettent pas aux écosystèmes de se régénérer. Et est-ce qu'on a des mécanismes là, actuellement de suivi un peu de cette décision de condamnation de l'État ? Est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année 2022 comme vous l'évoquiez ? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place par le gouvernement et qu'on peut vraiment suivre en fait ce qui est fait pour aller dans le sens de cette décision ? Alors là, le gouvernement a adopté, on a adopté l'année dernière la loi climat, qui a été jugée absolument insuffisante vis-à-vis des enjeux, même par le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance indépendante et qui a été mise en place par le gouvernement pour se juger lui-même. Donc, a priori, on ne devrait pas être en capacité, avec les politiques qui sont menées actuellement, de répondre à la demande du juge. On a l'affaire Grande-Synthe aussi, qui devrait, où l'État doit pouvoir prouver qu'il a mis toutes les mesures utiles, qu'il a pris toutes les mesures utiles pour faire face au changement climatique. On devrait avoir la réponse d'ici le 31 mars pour l'affaire Grande-Synthe, qui est elle jugée devant le Conseil d'État. C'est deux affaires qui sont un peu concomitantes, mais qui participent à la même dynamique. Et voilà. Et après, l'élection présidentielle, dans tous les cas à venir, va énormément influer sur les politiques publiques qui seront mises en œuvre en matière climatique. On voit bien que on ne parle pas, on n'a même pas le même temps de parole pour la question climatique sur l'ensemble du spectre politique. Ouais, en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que la question elle se perde un peu justement après les élections présidentielles ? Est-ce qu'il y aura forcément une continuité en fait avec le changement de mandat présidentiel ? Il faudrait que le prochain gouvernement continue dans ce sens-là, j'imagine. Il faut espérer surtout. Non, il ne faut pas continuer dans ce sens-là. Il faut justement en fait espérer un changement de cap absolument radical en avril 2022. Vraiment sur la question climatique, on n'a plus le temps, on fait que le répéter. En fait, chaque dixième de degré compte. Chaque année pendant laquelle on attend encore, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui vont rester pendant plusieurs dizaines d'années dans l'atmosphère, qui vont continuer à réchauffer notre atmosphère et qui vont continuer à avoir des impacts absolument désastreux sur la planète, sur le vivant. Voilà, on ne parle pas seulement de changement climatique et d'impact sur nos droits et de catastrophes climatiques, on parle aussi de destruction majeure des écosystèmes, de destruction de la biodiversité. Donc, chaque année compte et effectivement, là, aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'engager une vraie transition écologique. Merci beaucoup, Marie Pochon. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
pay bills and die. I need freedom. Feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. To my girl, pack the bags, man, we bout to catch a cab. Man, we need freedom. Oh man, we could all use a little bit of freedom. Alarm going off. Yeah, it's time to wake up. I miss a day of work. They say I gotta make up. Sitting at work and I'm really trying to stay up. I wanna walk out, but I'm trying to get my cake up. Thinking to myself, man, this can't be life. Looking at my check like this can't be right. Boss looking at me like you can't be mad. I say you trying to play me like I can't do math. Man, hop in my whip and it's falling apart. Baby mama tripping, it's hard when we talk. I feel like a whip if I don't follow my heart. I need a spaceship and dip and fly away with my thoughts. And land on the sun, take a trip to the moon. And all my stupid problems burn up in the fumes. But back to reality, I'm mad, I'm waiting. Miss the days when I was a kid with imagination. I want freedom. I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom. Feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. To my girl, pack the bags, man, we about to catch a cab. Man, we need freedom. Oh man, we could all use a little bit of freedom. It's something you can play in your car right now. I know time's looking real hard right now. And trying to live right, going wrong right now. But turn the music up, this your song right now. They keep adding stuff to your job description. Why was I born here? That's your mom's decision. But I'm trying to make her proud, that's how I be living. Guess we gotta make the most with the times we giving. And this to the homies doing time, we need them to open up themselves, let them find their freedom. Independence for self, what I be feeling. I want my girl to stay, but she probably leaving. Cause you can't really deal with the stress no more. And I ain't even really feeling blessed no more. New year, new me, man, I'm tired of the phrase. But I'm about to get free and get out of this cage, yeah. Yeah, I need a change. Break these shackles, I'ma keep the chain. Can't wait till the day I say keep the change. And that'll be the day I'm free from pain. Yeah, I need a change. Break these shackles, I'ma keep the chain. Can't wait till the day I say keep the change. And that'll be the day I'm free from pain. Put 'em up right now. Put 'em up right now. Put your hands in the sky. Put 'em up right now. Put 'em up right now. Said I gotta be free, I just gotta be me. I wanna be free, I just gotta be me. I wanna be free, I just gotta be me. 1, 2, be free. I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom. Man, feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. To my girl, pack the bags, man, we about to catch a cab. Man, we need freedom. Oh man, we could all use a little bit of freedom. Yeah, I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom. Man, feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. Yeah, to my girl, pack the bags, man, we about to catch a cab. And we need freedom. Oh my God, we could all use a little bit of freedom. Yeah, I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom. Man, feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. Hey, to my girl, pack the bags, man, we about to catch a cab. And we need freedom. Oh man, we could all use a little bit of freedom. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté nous n'en sortons pas. Toujours en direct du RIS sur Radio Anthropocène à l'occasion du festival à l'école de l'Anthropocène 2022 pour le coup d'œil sur l'actu de Marie Pochon. Alors Marie Pochon, je rappelle donc que vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous. Et je voudrais revenir sur l'engouement autour de l'affaire du siècle, donc, qui a été portée par Notre Affaire à tous. Il y a une pétition pour soutenir l'action qui avait été signée massivement et qui a avoisiné les 2 300 000 signatures. Il y a également des personnalités publiques qui se sont exprimées en soutien. J'en cite certains, Juliette Binoche, Marion Cotillard, en passant par McFly et Carlito, ils sont partout. Alors, quelle influence ces personnalités ont pu avoir en fait, sur le déroulé de cette affaire, sur cette montée en puissance ?
Ça a été immense. En réalité, leur participation, la vidéo YouTube, je ne me rappelle plus, parce que c'est là où ils apparaissaient tous, qu'on a fait avec On est prêt, partager, c'est sympa. Elle a accumulé peut-être plus de 20 millions de vues en quelques heures. Enfin, tout ça a été absolument incroyable. C'est un gros travail de mobilisation en fait, qu'on a fait autour de l'affaire du siècle. On a permis, via la mobilisation de plein de réseaux différents, des choses que peut-être d'autres associations ou d'autres cours en tout cas n'avaient pas réussi à mobiliser avant. On a réussi à rassembler l'ensemble des plein d'acteurs, en tout cas très différents, de plein de secteurs différents, pour porter cette pétition, pour porter ce recours en justice. C'est ce qui a permis cette mobilisation massive. Pendant des mois et des mois, on est allé chercher l'ensemble des réseaux académiques, des réseaux de journalistes. On a aussi lancé à cette occasion les journalistes d'investigation sur l'écologie et le climat, le GIEC, petit jeu de mots, qui réunissait des journalistes d'investigation, de Mediapart, de Reporters, de Politis, de Bastamag. Donc on a de la revue Projet, pour pouvoir enquêter sur les impacts du changement climatique sur les populations et sur les droits en France. Donc on allait voir des personnes vivant dans des quartiers populaires, dans des passoires énergétiques. On allait voir des agriculteurs qui aujourd'hui perdaient leur récolte. On allait voir des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui sont guides de haute montagne par exemple, et qui galèrent un petit peu pour aujourd'hui accompagner des gens en montagne, puisqu'il y a plus de, il y a pas mal de choses qui changent en tout cas dans ces montagnes. Bref, on allait chercher l'ensemble de ces victimes-là. On est aussi allé chercher cette communauté de youtubeurs, d'influenceurs qui étaient en train de s'organiser à l'époque. On est à l'été 2018, quelques mois avant l'affaire du siècle. Et on est allé effectivement expliquer quels étaient les enjeux de la justice climatique à McFly et Carlito, à des gens comme ça. Et à l'époque, après la démission de Nicolas Hulot, puisque ça a été un petit peu le déclencheur pour pas mal de gens en matière de mobilisation sur la question climatique, donc on est juste après le mois d'août 2018, en fait, l'ensemble de ces personnes-là étaient vraiment touchés et sensibles à ces questions-là et souhaitaient aider. Tout le monde voulait faire quelque chose, on ne savait pas bien quoi. On s'est mis à faire des marches assez massives un petit peu partout en France, avec plein de collectifs, plein de citoyens qui jusque-là ne s'étaient jamais mobilisés sur la question climatique. On s'est mis à agir un petit peu dans tous les sens, et puis ce recours en justice pour carence fautive en matière climatique est venu un peu comme une solution à toutes ces attentes-là, à tout ce besoin d'action, à toute cette demande en tout cas, que l'État aille enfin dans le sens de ce que les citoyens et citoyennes voulaient, parce qu'il y a plein de gens qui avaient déjà mis en place ces changements-là du quotidien, mais aujourd'hui souhaitaient une sorte d'accompagnement collectif et pas se sentir en fait en contre une politique étatique qui va à l'encontre de leurs intérêts à eux. Et est-ce que justement cette affaire a été l'occasion de mettre en lumière un peu le rôle du droit pour le grand public? Est-ce que ça a permis de créer ce sentiment d'adhésion du citoyen? Comment ça s'est passé Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait eu 2 millions de signatures, c'est représentatif de le fait que les citoyens puissent adhérer, puissent aussi participer au droit en fait, à la justice climatique? Oui, je pense que c'est une manière de se saisir d'un levier d'action auquel on ne pense pas forcément. La plupart des citoyens et des citoyennes ne sont pas forcément au fait de leurs droits, ni des obligations qui pèsent sur leur gouvernement, qui pèsent sur les multinationales. On a très peu d'éducation en fait à ces questions-là, de droits fondamentaux. L'éducation civique est quand même assez limitée en France. Donc c'est aussi la mission de notre affaire à tous, c'est de faire en sorte que ces outils du droit soient accessibles à tous. Je parlais tout à l'heure des recours qui peuvent être portés contre les grands projets inutiles et imposés un peu partout en France. On a bien sûr entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, mais en fait, il y a plein de projets d'implantation de sites Amazon, de parkings géants, d'extension d'autoroutes. Il y a énormément de choses qui se font un petit peu partout en France, de méga fermes, usines. Et là, on a des citoyens un peu partout en France qui veulent se mobiliser pour protéger leur territoire, protéger des zones humides, protéger des écosystèmes à côté de chez eux, et qui en fait ne sont pas en capacité d'utiliser cet outil du droit. Donc nous, notre action, c'est vraiment d'accompagner bénévolement l'ensemble de ces citoyens pour se saisir de cet outil du droit et de leur faire, que chacun puisse se former à quels sont nos droits fondamentaux qui doivent être protégés et qu'on peut protéger par le droit, mais quelles sont aussi les obligations qui peuvent peser à la fois sur les acteurs publics ou les acteurs privés pour pouvoir s'en saisir. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, la justice
climatique et l'accès au droit. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre aussi de payer des avocats ou d'avoir des conseils juridiques. Donc nous, vraiment, on remplit ce trou-là qui existe pour donner ces outils-là aux citoyens. Et vous n'avez pas peur, qu'on arrive, on entend un certain discours sur un certain pan de l'échiquier politique qui nous dirait qu'on est en train de débarquer dans une forme de gouvernement des juges et que finalement, en fait, la prise de décision ne se fait plus par la représentation nationale, mais par l'institution de la justice. Et il y a pourtant un certain homme qui a théorisé la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce point de vue-là ? La séparation des pouvoirs est absolument fondamentale, bien évidemment. Mais il faut prendre conscience que c'est un des pouvoirs que nous avons, la justice. Et c'est un pouvoir qui est fondamental. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui sont extrêmement liés du fait d'un système institutionnel de la Ve République qui fait que, de manière générale, le pouvoir législatif est plutôt aux ordres du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire, en tant que citoyen, si on veut faire pression pour une loi ou contre une loi particulière ou pour un amendement, en fait, on ne sait plus si on doit faire pression sur notre député ou en fait sur le gouvernement directement, puisque la plupart des lois sont en fait proposées par le gouvernement. Et ces deux pouvoirs-là, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ont totalement failli à prendre en compte l'urgence climatique. Malgré les alertes des scientifiques, malgré les alertes des associations, malgré les impacts réels qu'on peut observer un peu partout autour de nous du changement climatique, en fait, ces pouvoirs-là ont absolument failli. Donc après, nous, en tant que citoyens, on peut se saisir des outils que nous avons à disposition. C'est bien sûr le pouvoir de la justice. C'est un outil que nous avons à notre destination, celui du droit, et c'est ce qui garantit en fait l'état de droit en France et ailleurs. C'est absolument fondamental. Et au-delà du pouvoir judiciaire, bien évidemment, nous avons d'autres pouvoirs, le pouvoir médiatique, et ça c'est absolument aussi en tant que citoyen, c'est très important de demander aussi à ce que le pouvoir médiatique se saisisse de ces enjeux environnementaux. On a un certain nombre de leviers. Mais voilà, le pouvoir de la justice, c'est en tout cas entre nos mains et il faut qu'on s'en saisisse. Et justement, par rapport à cette campagne présidentielle qui est actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de candidats qui font des propositions où, globalement, l'état de droit, il le bafoue légèrement, quoi. Enfin, il ne se pose pas la question de savoir quelle est la législation sur certaines questions, notamment sur la question climatique. Est-ce que le fait de bafouer à ce point-là l'état de droit, ça vous fait pas aussi un peu peur et dans votre quête quotidienne, dans votre lutte quotidienne ? Si, c'est le gros risque qu'on voit là aujourd'hui se développer. C'est en fait quand l'État français ne respecte pas les décisions qu'il a lui-même prises, quand il ne respecte pas lui-même les engagements qu'il a pris à l'international, quand lui-même ne respecte pas sa propre constitution, on est dans des manquements graves à l'État de droit. Et donc effectivement, nous, ce qu'on protège et ce sur quoi on milite à notre affaire à tous, on se bat sur les questions climatiques, on se bat sur les questions de justice climatique. Mais finalement, on se bat aussi pour notre système démocratique et pour sa survie. Et la démocratie en France, elle repose énormément sur l'état de droit, et donc c'est ça notre combat. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le droit sur lequel repose l'ensemble du droit français, c'est une constitution qui n'a pas du tout pris en compte, c'est celle de la 5e, n'a pas du tout pris en compte l'enjeu environnemental, l'enjeu climatique. Et c'est normal, à l'époque, dans les années 50, on n'était pas, c'était pas tout à fait un enjeu qui était fondamental à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut absolument bouleverser toutes nos vies, qui peut bouleverser notre système démocratique, qui impacte énormément tous les aspects de notre société. Et donc, nous, ce sur quoi on milite, c'est de réformer effectivement notre constitution pour pouvoir permettre l'ajout des enjeux climatiques dans notre constitution. Ça veut dire, on a milité avec un certain nombre d'autres associations pour inclure l'article 1er de la constitution, non seulement l'égalité homme-femme, tous ces principes qui sont absolument fondamentaux dans notre République, mais aussi le respect des limites planétaires, l'obligation d'agir pour le climat, parce que ce sont des fondamentaux sans lesquels notre démocratie ne pourra survivre. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi on milite aussi, c'est pour la reconnaissance des droits de la nature. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui, qu'on travaille philosophiquement et juridiquement, on est encore à l'état de concept, mais ce qui pourrait permettre d'inclure le vivant, d'inclure les écosystèmes dans la délibération collective, notamment au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est engagé autour de l'appel du Rhône, qui a été signé par la métropole d'ailleurs et par la ville de Lyon, et qui permettrait d'inclure l'écosystème Rhône dans la délibération collective en termes d'urbanisme, en termes de politique publique sur le territoire. On ne peut pas aujourd'hui faire des politiques publiques qui oublient
le fait qu'une ville comme Lyon est totalement dépendante de ce fleuve, par exemple. On en est dépendant, ça a été dit tout à l'heure, en matière de captation d'eau, etc. On ne peut plus décider sans penser aux intérêts de ce fleuve-là, typiquement dans cette région. Et donc nous, on se bat pour inclure le vivant, le climat, dans nos institutions, dans notre droit, parce qu'en fait, c'est un enjeu de survie collective. J'aimerais revenir sur ce débat sur l'article 1, sur justement de rajouter la protection de l'environnement à l'article 1 de la Constitution. Alors, je sais qu'il y avait un peu l'argument contre ça, c'était qu'on avait déjà la charte de l'environnement. Alors, ça serait quoi, du coup, l'apport en fait, de l'ajout de l'article 1 Est-ce que c'est quelque chose... On a entendu que ça pouvait être juste simplement symbolique d'ajouter la lutte de l'environnement, voilà, vu qu'on avait déjà cette protection constitutionnelle avec la charte de l'environnement. Ouais. Dans tous les cas, il y a toujours une portée symbolique à la chose, mais ça n'est pas que symbolique, dans le sens où si c'était que symbolique, on n'aurait pas eu une opposition aussi massive, notamment chez les Républicains, sur des questions de terme, parce que nous on demandait effectivement que l'État français puisse garantir l'action pour le climat. On s'est vraiment battu sur des termes. Au final, on a totalement perdu la bataille. Il n'y a pas de mention du climat à l'article 1er, donc tout va bien, rien n'a changé. Mais il y a une vraie bataille qui n'est pas seulement symbolique. Il y a des vraies oppositions au fait d'obliger l'État français de l'écrire noir sur blanc dans la Constitution française à l'article 1er, parce que finalement, on parle aussi, et ça permet d'ouvrir le chemin vers une nouvelle hiérarchie des normes aussi, d'inscrire à l'article 1er de la Constitution, c'est-à-dire celui qui pose les normes sur lesquelles qui sont fondamentales. Ça bouscule un peu la question de la hiérarchie des normes, dans le sens où on pourrait faire passer avant, par exemple, le droit à la propriété privée, le droit aux intérêts, à la liberté d'entreprise, par exemple. On ferait passer avant la protection du climat et la garantie de l'action du climat. C'est-à-dire qu'avant la possibilité, le droit à la liberté d'entreprendre, qui est fondamental et qui est écrit dans notre Constitution, ça permet à des entreprises aujourd'hui de faire valoir leur droit à détruire le vivant, à aller artificialiser les sols, à faire un certain nombre de choses. À partir du moment où on dit que les limites planétaires ou la garantie d'action pour le climat est au-dessus de cet intérêt-là, les juges vont pouvoir aussi s'appuyer sur cette garantie-là. Donc ça permet aussi de lutter contre des intérêts qui sont aujourd'hui très nombreux dans la décision publique via le rôle des lobbies privés dont on sait qu'ils pèsent énormément dans la décision politique. J'aimerais poser une dernière question qui va revenir un peu sur quelque chose que vous mentionniez en début d'entretien, qui est celle que, en fait, cette affaire qui a fait condamner l'État, elle a mobilisé en fait des jeunes qui ont lutté pour l'inaction climatique. Et on voit aussi avec l'image de Greta Thunberg que vous avez mentionnée, en fait, de plus en plus d'actions sont portées par des jeunes. Même en Colombie, c'était le cas. Il me semble que c'était 25 jeunes qui ont porté l'État en justice. Alors, est-ce que finalement, le climat, c'est une affaire de jeunes et même de jeunes femmes, vous disiez est-ce que pour vous, c'est un triste constat que ce soit seulement eux, nous, qui participions à ce combat pour la justice climatique ? Ouais, mais tout à l'heure, on parlait des inégalités climatiques, du fait que c'est les personnes les plus vulnérables, les habitants des pays du Sud, mais aussi en France, les personnes de manière générale les plus précaires et vivant dans les pires conditions qui vont être les plus impactées par les changements climatiques. Quand on parle des jeunes générations, en réalité, là, l'enjeu de la justice climatique et de l'inégalité climatique, elle est juste majeure, puisque c'est des jeunes qui, de manière générale, n'ont absolument rien demandé, n'ont absolument pas contribué à l'état du monde, et qui vont vivre dans des conditions qui vont se détériorer. On le sait maintenant, aujourd'hui, on sait qu'en 2050 ou en 2100, on vivra de pire en pire. On sait la multiplication des événements climatiques, on sait le réchauffement de la planète, et ils vont devoir s'adapter à des conditions qu'ils n'ont absolument pas contribué à créer. Donc effectivement, la justice climatique, à ce niveau-là, sur la question générationnelle, elle est absolument majeure. On s'est beaucoup dit ces dernières années qu'on se battait pour les générations futures. Aujourd'hui, les générations futures, c'est nous, ou les générations un peu plus jeunes que moi maintenant, je commence à vieillir. Mais on va devoir assumer des actes dont on n'est pas responsable. Et effectivement, le droit, ça nous permet d'acter par l'écrit, de penser le temps long et d'acter
la responsabilité actuelle pour les générations futures, de leur permettre à eux d'avoir des conditions d'existence qui sont bonnes Eh bien, juste. merci beaucoup Marie Pochon. Notre entretien arrive à son terme. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous et militante écologiste. On vous souhaite le meilleur dans votre lutte pour faire respecter donc la justice climatique. Bonne journée, à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup, au revoir. Regard sur l'actu